Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Toute la différence d'âme qui nous a séparés, ma mère et moi, tenait déjà dans cette phrase qu'elle prononçait par un froid matin d'hiver en revenant sous les arbres du cours Sablon. Je vois encore sa pèlerine, ses mains dans son manchon de vison doublé de soie brune d'où sortait à moitié son livre, la sincérité de son visage même dans son pieux mensonge, et tandis qu'elle disait « Il ne faut jamais demander pourquoi », je vois ses yeux qui trop souvent, depuis lors, m'ont regardé d'un regard qui ne me comprenait pas. Et dès cette époque, elle ne soupçonnait en rien ma nature d'enfant méditatif pour lequel penser, c'était déjà se demander toujours et à propos de toute chose, pourquoi ? Oui, pourquoi ma mère m'avait-elle trompé ? Car je savais que mon père n'allait à aucune espèce d'office. Et pourquoi n'y allait-il pas ? Les graves et tristes accents des moines cachés entonnaient les répons de la messe, et moi je me perdais dans cette question. Je savais, sans bien apprécier les motifs de cette supériorité, que mon père comptait parmi les premiers de la ville. Que de fois à la promenade étions-nous, lui et moi, arrêtés par quelque ami qui, tapotant ma joue, me disait « Eh bien, nous deviendrons un grand savant comme le père !» Quand ma mère prenait son avis, c'était pour l'écouter avec la soumission d'un instinctif respect. Elle trouvait donc naturel qu'il n'accomplît pas certaines actions qui pour nous étaient obligatoires. Nous n'avions pas les mêmes devoirs, lui et nous. Cette idée ne se formulait pas dès lors dans mon cerveau d'enfant avec cette netteté, mais elle y déposait le germe de ce qui allait être plus tard une des convictions de ma jeunesse, à savoir que les mêmes règles ne gouvernent pas les hommes très intelligents et les autres. Ce fut là, dans cette petite église, et docilement penché sur mon paroissien, que le grand principe de ma vie a pris naissance. Ne pas considérer comme une loi, pour nous autres qui pensons, ce qui est et doit être une loi pour ceux qui ne pensent pas. De même que j'ai reçu de mes conversations avec mon père, à ce même âge, durant nos promenades, le premier germe de ma vue scientifique du monde. La campagne autour de Clermont est merveilleuse. Et quoique je sois au rebours du poète, un homme pour qui le monde extérieur existe très peu, j'ai gardé à jamais, au fond de ma mémoire, l'image des horizons qui ont entouré ces promenades. Tandis que la ville d'un côté regarde vers la plaine de la Limagne, elle s'adosse de l'autre côté au dernier contrefort de la chaîne des Dômes. L'échancrure des cratères éteints, la boursouflure des éruptions calmées, les coulées de lave refroidies donnent aux lignes de cette montagne volcanique une ressemblance avec les paysages que le télescope découvre dans ce cadavre de planète qui est la Lune. C'est donc là-bas un sauvage et grandiose souvenir des plus terribles convulsions du globe, et ici la plus jolie rusticité de chemins pierreux entre les vignes de ruisseaux murmurant sous des saules et parmi des châtaigniers. Les grands bonheurs de mon enfance ont consisté dans d'interminables vagabondages avec mon père et sur tous les sentiers qui vont ainsi du puits de Crouël à Gergovie, de Royat à Durtol, de Beaumont à Grave-Noir. Rien qu'à écrire ces noms, ma mémoire rajeunit mon cœur. Me revoici le petit garçon qu'un portrait conservé me montre avec ses longs cheveux, avec ses jambes serrées dans des guêtres de drap qui cheminent en tenant la main de son père. D'où lui venait ce goût des chants à lui, le savant mathématicien, l'homme de cabinet et de réflexion abstraite. J'y avais songé souvent depuis, et je crois avoir découvert à son occasion une loi peu connue du développement des esprits. Nos goûts de jeunesse persistent, même quand nous nous sommes développés dans un sens contraire à eux, et nous continuons de les pratiquer en les justifiant par des raisons intellectuelles qui les excluraient. Je m'explique. Mon père aimait la campagne, naturellement,
parce qu'il avait été élevé dans un village que tout petit, il avait passé des journées entières au bord des ruisseaux parmi les insectes et les fleurs. Au lieu de s'abandonner à ses goûts d'une manière simple, il y mélangeait ses préoccupations actuelles de savant. Il ne se serait point pardonné d'aller dans la montagne sans y étudier la formation du terrain, de regarder une fleur sans en déterminer les caractères et sans en découvrir le nom, de ramasser un insecte sans se rappeler sa famille et ses mœurs. Grâce à la rigueur de sa méthode en tout travail, il était arrivé ainsi à une connaissance très complète de la contrée. Et quand nous marchions ensemble, cette connaissance faisait la matière unique de notre entretien. Le paysage des montagnes lui devenait un prétexte pour m'expliquer les révolutions de la terre. Il passait de là sans effort, avec une clarté de parole qui me rendait de telles idées perceptibles à l'hypothèse de Laplace sur la nébuleuse, et j'apercevais distinctement en imagination les protubérances planétaires s'échappant du noyau enflammé de ce torride soleil en rotation. Le ciel de la nuit, par les beaux mois d'été, devenait une espèce de carte qu'il déchiffrait pour mes yeux de 10 ans, et où je distinguais l'étoile polaire, les 7 étoiles du chariot, Vega de la lyre, Sirius, tous ces univers inaccessibles et formidables dont la science connaît le volume, la position et jusqu'aux métaux. Il en était de même des fleurs qu'il me dressait à ranger dans un herbier, des cailloux que je cassais sous sa direction avec un petit marteau en fer, des insectes que je nourrissais ou que je piquais suivant les cas. Bien avant que l'on ne pratiquât dans les collèges les leçons de choses, mon père appliquait à mon éducation première sa grande maxime « Ne rien rencontrer que l'on ne s'en rende compte scientifiquement », conciliant ainsi la paysannerie de ses premières impressions avec la précision acquise dans ses études mathématiques. J'attribue à cet enseignement le précoce esprit d'analyse qui se développa en moi dès cette première adolescence et qui se serait sans doute tourné vers les études positives si mon père avait vécu. Mais il ne devait pas achever cette éducation entreprise d'après un plan raisonné dont j'ai retrouvé les traces dans ses papiers. Justement, au cours d'une de ces promenades et dans l'été de ma 10e année, nous fûmes surpris, lui et moi, par un orage qui nous mouilla l'un et l'autre jusqu'aux os. Nous étions en nage d'avoir marché. Pendant le temps que nous mîmes à revenir avec nos vêtements ainsi trempés, mon père eut très froid. Le soir, il se plaignit d'un frisson. 2 jours après, une fluxion de poitrine se déclarait, et la semaine suivante, il était mort. Comme je veux, dans cette indication sommaire des diverses causes qui m'ont formé mon âme de jeune homme, éviter à tout prix ce que je hais le plus au monde, l'étalage de la sentimentalité subjecte, je ne vous raconterai pas, mon cher maître, d'autres détails sur cette mort. Il y en eut de navrants, mais je ne sentis leur tristesse qu'à distance et que plus tard. Je me rappelle, quoique je fusse un garçon déjà grand et remarquablement développé, avoir éprouvé plus étonnamment que d'affliction. C'est aujourd'hui que je regrette vraiment mon père, que je comprends ce que j'ai perdu en le perdant. Je crois vous avoir nettement marqué ce que je lui dois, le goût et la facilité de l'abstraction, l'amour de la vie intellectuelle, la foi dans la science, le précoce maniement de la bonne méthode. Voilà pour l'esprit. Pour le caractère, la première divination de l'orgueil de penser est aussi un élément un peu morbide, cette difficulté d'agir qui a pour conséquence la difficulté de résister aux passions lorsqu'elles vous entraînent. Je voudrais marquer aussi nettement ce que je crois devoir à ma mère. Tout d'abord, j'aperçois ce fait que cette seconde influence agit sur moi par réaction, tandis que la première avait agi directement. À vrai dire, cette réaction ne commença qu'au jour où, devenue veuve, elle voulut s'occuper de me diriger elle-même. Jusque-là, elle m'avait abandonné à l'éducation paternelle. Cela peut sembler étrange que demeurer seuls au monde, elle et moi, elle si énergique, si dévouée,
et moi si jeune, nous n'ayons pas vécu, au moins durant ces années-là, en complète communion de cœur. Il existe en effet une psychologie rudimentaire pour laquelle ces mots, mère et fils, sont synonymes d'absolue tendresse, d'entente intime des âmes. Peut-être en va-t-il ainsi dans les familles de traditions anciennes, quoique en nature humaine je ne crois guère à ce qui suppose une simplicité entière des rapports entre personnes d'âge et de sexe différents. En tout cas, les familles modernes présentent sous les étiquettes conventionnelles les plus cruels phénomènes de divorce secret, de mésintelligence foncière, quelquefois de haine, qui se comprennent trop quand on pense à leurs origines. Il se fait depuis 100 ans des mélanges de province à province et de race à race qui ont chargé notre sang à tous, d'hérédité par trop contradictoire. Des gens se trouvent être nominalement de même famille, qui n'ont pas un trait commun dans la structure mentale et morale. Par suite, l'intimité quotidienne entre ces êtres devient une cause de conflits quotidiens et de dissimulation constante. Ma mère et moi, nous en sommes un exemple que je qualifierais d'excellent. Si le plaisir de rencontrer la preuve très nette d'une loi psychologique ne s'accompagnait d'un cuisant regret d'en avoir été la victime. Mon père, je vous l'ai dit, était un ancien élève de l'école polytechnique et le fils d'un ingénieur civil. Je vous ai dit aussi qu'ils étaient tous deux de race lorraine. Il y a un proverbe qui dit « Lorrain traître à son roi et à Dieu même ». Cet épigramme exprime sous une forme inique cette observation très juste qu'il flotte quelque chose de très complexe dans l'âme de cette population de frontières. Les Lorrains ont toujours vécu sur le bord de deux races et de deux existences, la germanique et la française. Qu'est-ce que le goût de la traîtrise, d'ailleurs, sinon la dépravation d'un autre goût admirable au point de vue intellectuel, celui de la complication sentimentale ? Pour ma part, j'attribue à cet atavisme le pouvoir de dédoublement dont je vous parlais au commencement de cette analyse. Je dois ajouter que j'ai souvent éprouvé, quand j'étais enfant, d'étranges plaisirs de simulation désintéressée qui procédaient évidemment du même principe. Il m'est arrivé de raconter à mes camarades toutes sortes de détails inexacts sur moi-même, sur mon endroit de naissance, sur l'endroit de naissance de mon père, sur telle promenade que je venais de faire, et non pas pour me vanter, mais pour être un autre, simplement. J'ai goûté plus tard des voluptés singulières à étaler les opinions les plus opposées à celles que je considérais comme la vérité, pour le même bizarre motif. Jouer un rôle à côté de ma vraie nature m'apparaissait comme un enrichissement de ma personne, tant j'avais d'instinct le sentiment que se déterminer dans un caractère, une croyance, une passion, c'est se limiter. Ma mère, elle, est une femme du Midi, absolument rebelle à toute complexité, pour qui les idées de choses sont seules intelligibles. Dans son imagination, les formes de la vie se reproduisent concrètes, précises et simples. Quand elle pense à la religion, elle voit son église, son confessionnal, la nappe de la communion, les quelques prêtres qu'elle a connus, le livre de catéchisme où elle a étudié petite fille. Quand elle pense à une carrière, elle en voit l'activité positive et les bénéfices. Le professorat, par exemple, où elle a désiré que j'entrasse, c'était pour elle Monsieur Limassey, le professeur de mathématiques, l'ami de mon père. Et elle me voyait pareil à lui, traversant la ville 2 fois le jour, en jaquette d'alpaga et en panama l'été, les pieds protégés l'hiver par des socques et le corps pris dans un paletot fourré avec un traitement fixe, les revenants bons des répétitions et la douce assurance d'une retraite. J'ai pu étudier à propos d'elle combien cette nature d'imagination rend ceux qu'elle domine incapables de se figurer l'intérieur des autres âmes. On dit souvent de ces gens-là qu'ils sont despotiques et personnels, ou qu'ils ont un mauvais caractère. En réalité, ils sont devant ceux qu'ils fréquentent comme un enfant devant une montre. L'enfant voit marcher les aiguilles. Il ne sait rien du rouage caché qui les fait mouvoir. De là, quand ces aiguilles ne vont pas à sa fantaisie, à les violenter et à fausser les ressorts de la montre, il y a juste l'épaisseur d'une impatience. Ma pauvre mère fut ainsi avec moi.
Et dès la semaine qui suivit notre commun désastre, je me sentis presque aussitôt tomber vis-à-vis d'elle dans un état de malaise indéfinissable, mais sans qu'un fait précis eût donné corps à ce malaise. La première circonstance qui m'éclaira sur le divorce commencé dès lors entre nous deux, dans la mesure où ma tête d'enfant pouvait être éclairée, date d'un après-midi d'automne, 4 mois environ après la mort de mon père. L'impression reçue fut si forte que je me la rappelle comme si elle datait d'hier. Nous avions dû changer d'appartement et nous avions loué le 3e étage d'une maison tout en hauteur dans la rue du Billard, ruelle étroite qui contourne les ombrages de la place des petits arbres devant le palais de la préfecture. Ma mère avait été déterminée à ce choix par l'existence d'un balcon où j'étais justement en train de jouer durant ce bel après-midi. Mon jeu, vous y reconnaîtrez le tour scientifique imprimé par mon père à mon imagination, consistait à conduire un caillou qui me représentait un grand explorateur d'un bout à l'autre de ce balcon, et parmi d'autres pierres prises dans les pots de fleurs. Ces autres pierres me figuraient les unes des villes, les autres des animaux curieux dont j'avais lu la description. Une des fenêtres du salon donnait sur ce balcon. Elle était entr'ouverte, et mon jeu m'ayant amené jusque-là, j'entendis que ma mère parlait de moi avec une visiteuse. Je ne pus me retenir d'écouter avec ce battement de cœur que m'a longtemps donné l'idée de ma personnalité jugée par les autres. Plus tard, j'ai compris qu'entre notre être véritable et l'impression produite sur nos proches, même sur nos amis, il n'y a pas plus de rapport qu'entre la couleur exacte de notre visage et la couleur de son reflet dans une glace bleue, verte ou jaune. « Peut-être, disait la visiteuse, vous trompez-vous sur le compte de ce pauvre Robert. À 10 ans, on est si peu informé. »« Dieu vous entende, reprenait ma mère. Mais je tremble qu'il n'ait aucune espèce de cœur. Vous n'imaginez pas comme il a été dur lors de la mort de son père. Le lendemain, il avait l'air de n'y plus penser. Et depuis, jamais un mot. Vous savez, un de ces mots qui font voir que l'on se souvient de quelqu'un. Quand je lui parle, il me répond à peine. On dirait qu'il n'a jamais connu ce cher homme qui était si bon pour lui. J'ai lu quelque part que Mérimée, tout enfant, avait été grondé, puis chassé d'une chambre par sa mère, qui, lui, à peine sorti, éclata de rire. Mérimée entendit ce rire. Il constata comme on lui avait joué la comédie de l'irritation, et il sentit se creuser sur son cœur un pli de défiance qui ne s'effaça jamais. Cette anecdote me frappa beaucoup lorsque je la rencontrai. L'impression du célèbre écrivain m'offrait une analogie saisissante avec l'effet que produisit sur moi le fragment de causerie entendu sur le balcon. C'était bien vrai que je ne parlais jamais de mon père, mais c'était si faux que je l'eusse oublié. J'y pensais au contraire sans cesse. Je ne longeais pas un trottoir, je ne traversais pas une rue, je ne regardais pas un de nos meubles, sans que le souvenir du mort ne s'éveillât en moi avec une obsession qui me faisait mal. À cette obsession se mêlait un étonnement épouvanté qui l'eût disparu pour toujours, et le tout se confondait dans une espèce d'appréhension anxieuse qui me fermait la bouche quand on m'entretenait de lui. Je me rends bien compte maintenant que ce travail de ma pensée ne pouvait être connu de ma mère. Sur le moment, et quand je l'entendis condamner ainsi mon cœur, j'éprouvai une humiliation profonde. Il me sembla qu'en parlant de la sorte, elle n'agissait pas avec moi comme elle aurait dû. Je la sentis injuste. Et par une timidité de petit garçon encore farouche et mal apprivoisé, et au lieu de la ramener sur mon compte, je me crispai là sur place contre cette injustice. À partir de cette minute, une impossibilité de me montrer jamais à elle était née en moi. Je sentis cela aussi, et que lorsque ses yeux se poseraient sur les miens pour y chercher mes émotions, j'éprouverais un irrésistible besoin de lui cacher mon être intérieur. Ce fut là une première scène,
Ce rien peut-il même s'appeler de ce gros nom, bientôt suivi d'une seconde, que je note malgré son insignifiance apparente. Les enfants ne seraient pas des enfants si les événements importants de leur sensibilité n'étaient pas puérils. J'étais à cette époque déjà passionné de lecture, et le hasard m'avait mis entre les mains des volumes très différents de ceux qui se donnaient en prix dans les distributions. Voici comment, quoique mon père, en sa qualité de mathématicien, eût peu de lettres, il aimait quelques auteurs qu'il comprenait à sa manière. Et en retrouvant plus tard quelques-unes de ses notes sur ces auteurs, j'ai pu apprécier à quel degré la sensation des littératures est chose personnelle, irréductible, incommensurable, pour emprunter un mot à sa science favorite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les raisons pour lesquelles deux esprits goûtent ou repoussent un même écrivain. Entre autres ouvrages, mon père possédait dans sa bibliothèque une traduction de Shakespeare en 2 volumes, sur lequel on m'asseyait pour hausser ma chaise devant la table quand le temps fut venu de quitter mon siège de bébé. On me laissait ensuite, et sans y prendre garde, manier ces volumes illustrés de gravures qui incitèrent bientôt ma curiosité à lire des morceaux du texte. C'était une Lady Macbeth se frottant les doigts sous le regard terrifié du médecin et d'une servante, d'un Othello entrant le poignard à la main dans la chambre de Desdémone et penchant sa face noire sur la blanche forme endormie, un roi Lear déchirant ses vêtements sous les zigzags des éclairs, un Richard III couché dans sa tente et environné de spectres. Et du texte qui accompagnait ces gravures, je lus tant et tant de fragments que je finis par me familiariser avant ma 10e année avec ces drames qui exaltaient mon imagination dans ce que j'en pouvais saisir, sans doute parce qu'ils ont été composés par des spectateurs populaires et qu'ils comportent un élément de poésie primitive et un grossissement enfantin. J'aimais ces rois qui défilaient joyeux ou désespérés à la tête de leur armée, qui perdaient ou gagnaient des batailles en quelques instants, ces tueries accompagnées de fanfares parmi les drapeaux déployés et les apparitions, ces rapides passages d'un pays à un autre, et cette géographie chimérique. Enfin, ce qu'il y a de très abrégé, de presque rudimentaire dans ces pièces, et particulièrement dans les chroniques, me séduisait au point que resté tout seul, il m'arrivait de les jouer avec des chaises qui devenaient ainsi York, ou Lancaster, Warwick ou Gloucester. Oh, naïveté! Mon père, lui, dans les répugnances pour les réalités douloureuses de la vie, était extrême. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.